Le Classico PSG-OM, malgré la différence de niveau entre les deux clubs, malgré le gouffre financier qu'il y a depuis 2011, ce qui a déséquilibré la rivalité, ça reste un match un peu spécial pour les supporters des deux camps, moins qu'à l'époque, pour les plus de 30 ans, pour ceux qui ont connu ce que représentaient ces matchs-là. Pour vous dire, il y avait un dilemme il y a 20, 25 ans. Est-ce qu'il vaut mieux battre le PSG ou l'OM 2 fois dans la saison ou être champion de France? C'était ça le débat avant la saison. À l'heure d'aujourd'hui, ça reste un match spécial, mais un peu moins qu'à l'époque. Bon, j'espère que l'OM va montrer un bon visage. Évidemment qu'on n'est pas favori du tout. On va analyser cette équipe du PSG. J'ai donné la compo que j'aimerais voir en place avec un nouveau système de jeu. Et puis je vais parler un petit peu de tout ce qu'il y a autour de ce Classico cette année. Déjà, pour ceux qui veulent parier sur le but de Rabiot, la crainte ultime des Parisiens, ce qu'on attend tous, on sait qu'il sera attendu au tournant là-bas. Bon, c'est pas ça qui va lui faire peur, hein. L'ambiance au Parc des Princes, avec tout ce qu'il connaît au Vélodrome tous les 15 jours, c'est pas la chorale qui va lui faire peur. La cote est à 6 les amis, et n'hésitez pas à passer par le lien en description, parce que sur Unibet, en rentrant mon code promo RAFOOT, votre premier pari est remboursé s'il est perdant en freebet jusqu'à 100 € de mise. Donc ça limite les risques. Vous avez aussi les autres formules disponibles pour le Classico. Allez jeter un œil pour ceux qui veulent. Pour les majeurs, il est interdit de parier si vous êtes mineur. Pour ceux qui s'intéressent, tout simplement en étant raisonnable. L'analyse du match, ou plutôt la compo de l'OM que j'aimerais voir en place. Pour moi, il faut changer de système et passer en 4-3-3. Sur ce match, mais aussi pour la suite. Après, dans l'analyse, évidemment que c'est un match qui est à part. On ne devrait pas trop avoir la possession. On n'est pas du tout favori. Donc, la goutte d'eau, c'était la défaite contre Lens. Pour moi, l'OM ne doit plus jouer dans ce système-là. Il y a trop de joueurs qui ne sont pas à leur poste. On a un football trop prévisible. On joue en pantoufle, on joue à 2 à l'heure et on ne crée pas assez de danger sur l'équipe adverse. On veut ne pas se faire contrer, c'est ce qu'a dit De Zerbi en conférence de presse. J'ai pas trop aimé d'ailleurs certaines de ses déclarations, mais bon, pour une fois, je vais pas trop en parler parce que là, ça va être un match différent. On en reparlera peut-être après la trêve. L'OM doit installer un 4-3-3, déjà pour renforcer son milieu de terrain. Si on joue dans ce système actuel, on aura 3 défenseurs centraux et 2 pistons qui vont se transformer en latéraux. Parce qu'on va beaucoup reculer, on va beaucoup défendre. Donc en gros, on va jouer à 5 derrière. Et on aura automatiquement un joueur de moins au milieu de terrain ou devant. Et ça, c'est pas bon. On n'a pas envie de subir trop. Si on est là pour jouer bloc bas dans nos 30 derniers mètres, on va perdre. Paris vont marquer, ils vont trouver la faille. On aura cette frustration de n'avoir rien tenté, de n'avoir pas joué. Je ne dis pas qu'il faut aller presser haut les Parisiens non plus. Parce que sur quelques ressorties de balles, ils sauront évidemment trouver des ouvertures, des espaces. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui est très forte dans le jeu en possession, mais aussi dans le jeu en transition. C'est la vérité. Ils ont les deux aspects. Il faut faire un pressing médian. Au niveau de la ligne médiane, c'est-à-dire aller presser le porteur de balle, surtout sur leurs joueurs au milieu de terrain. Sur les courtes distances, parce qu'évidemment, ils vont avoir la possession, ils ont une qualité technique supérieure à nous. Et ensuite, dès la récupération du ballon, alimenter des joueurs de côté tels que Rowe et Greenwood, qui sont capables sur les 1 contre 1 de faire quelques différences, surtout avec leurs latéraux qui sont à vocation très offensive. Bon, Mendes était sur un nuage mercredi contre Salah, mais c'est un joueur défensivement qui a des problèmes, des fois dans les 1 contre 1 défensifs également. C'est quoi la force de l'OM? Quand on voit l'effectif, c'est plutôt le milieu de terrain, c'est l'entrejeu. Malgré l'absence d'Højbjerg qui est problématique, parce que pour des classicos, des derbys, ce joueur à la récupération, avec son sens de placement, son expérience, sa combativité, l'état d'esprit qu'il donne à l'équipe tout simplement, aurait été capital. Mais c'est ainsi. Et malgré son absence, on peut aligner Rabiot, Bennacer et Rongier côte à côte. La force de l'OM dans cette équipe version 2024-2025, c'est le milieu de terrain. C'est là où il y a le plus de qualité dans l'effectif. Donc autant en profiter et jouer avec 3 hommes au milieu. Et en plus, plusieurs joueurs comme Greenwood, comme Rabiot, comme Rongier seront à leur meilleure position. Voilà. Ensuite, sur ce match, qui est, je répète, différent des autres, il faudra essayer de les faire déjouer, bien sûr. Malheureusement, c'est plus le football des années 90. Dès que tu titilles un petit peu les chevilles, on s'imagine en plus avec l'arbitre que vous connaissez, lors des classicos précédents, qui aura vite la biscotte, un carton rouge, dès qu'il y aura un mauvais geste. Et en plus, avec la VAR maintenant, c'est plus comme à l'époque. Donc encore un avantage de plus pour le PSG, qui est largement meilleur. Mais il faudra quand même être dans l'impact, dans les duels, dans l'état d'esprit, dans l'agressivité, être présent. Plus présent que les Parisiens. Les faire déjouer, sans tomber non plus dans l'excès malheureusement, parce qu'on ne peut plus jouer comme ça, ainsi. Et il faudra aussi ne pas avoir ce complexe d'infériorité qu'on a beaucoup trop dans les classicos. Parce que si l'OM a perdu autant de fois ces dernières années, c'est surtout à cause de ça.
Il y a des moments où on a fait des bons matchs. Ça s'est joué sur des faits de jeu hein, que vous connaissez. On en parlera un petit peu plus tard. Mais il y a des moments où on n'était pas là. Comme au match aller. On a eu la peur au ventre d'entrée de jeu. Et Paris était plus motivé que nous. Et ça, c'est inadmissible. Déjà qu'on est moins fort. Si en plus on a ce complexe-là, c'est pas possible. Mais je pense qu'on y sera demain dans l'état d'esprit. Enfin, du moins, j'ose espérer. Il y a intérêt. Parce que ça, je ne le pardonnerai pas. Alors, vous avez vu dans la compo que j'ai tenté beaucoup de paris. Luis Felipe en défense centrale, qui a joué que 20 minutes hein, à l'OM, si je ne m'abuse. C'est risqué, mais on connaît le niveau de Kondogbia à cette position. Cornelius, c'est pas du tout rassurant. Ça fait peur pour un tel match avec sa lenteur. Donc je tente un pari. Pareil, je relance Jonathan Rowe. Mais si vous demandez l'avis des Lyonnais, des Parisiens par exemple, je suis sûr qu'ils ne voudraient pas le voir titulaire. Parce qu'il a fait des superbes choses en début de saison. Et Luis Enrique, quand il affronte le PSG en position d'ailier, c'est arrivé 3-4 fois déjà. Il a été tellement timide, tellement timoré. Et Rowe, c'est un joueur de percussion, un joueur de 1 contre 1 capable d'éliminer. On a envie de voir de la folie. Je mets en place un 4-3-3 assez renforcé avec 3 milieux de terrain plutôt récupérateurs. Mais sur les ailes, je veux Greenwood et je veux Rowe. Et Luis Enrique a tellement manqué d'implication sur le dernier match, parce que je pense qu'il n'était pas content d'être mis sur le banc. On l'a vu sur le but de Lens. Ce ne serait pas un scandale de ne pas le voir débuter. L'absence de Murillo aussi nous fait mal. Hein. Et c'est pour ça, d'autant plus que je change de système. Parce que dans cette défense à 3, c'était un joueur capable de créer le déséquilibre dans le camp adverse qui pouvait amener un décalage. Donc raison de plus hein, pour ne plus jouer ainsi. Et j'aimerais repasser, comme au mois d'août, au mois de septembre. On avait vu un bel OM à cette période. En fait, ce qui a fait changer de Zerbi, c'est le match contre Auxerre, où Auxerre a 3 occasions en 45 minutes, ils mettent 3 buts. Et qu'à la perte du ballon, on se faisait plus contrer, qu'on était plus en difficulté. Mais là, à l'inverse, contre des équipes bloc bas, quand on a la possession, la main mise sur le jeu, on est beaucoup moins dangereux avec le système qu'on a actuellement. Mais bon, ça on en reparlera encore une fois lors des prochains matchs. 2 titulaires assez importants pour l'OM qui ne seront pas là. Et je ne veux surtout pas voir Lirola débuter le match. Ah non, parce que lui il va prendre de la foudre. Hein. Il va prendre un bouillon pas possible. J'imagine pas face aux offensifs parisiens. Petite image, la dernière apparition de Greenwood à Paris, c'était le fameux PSG United de 2019. Et je crois que c'était son premier match en tant que professionnel hein, chez les Mancuniens. Donc c'est un super souvenir pour lui. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ma compo d'équipe. Je sais, il y a quelques paris. Felipe titulaire, Rowe titulaire, mais c'est pas si évident que ça. Hein. Les gars, notamment défensivement. Et le fait de passer en 4-3-3. Parce que pour moi, les gars, non seulement les joueurs, ils seront dans les meilleures dispositions, à le meilleur poste. Et la série négative de l'OM actuellement, sur les 3 derniers matchs, je pense que plus que des méformes de certains joueurs, c'est toute l'équipe, c'est tout le collectif. Notre système de jeu, tout simplement, qui n'est plus efficace. Quand on met un milieu récupérateur comme Rabiot en 10, c'est un exemple. Il faut se rendre compte quand même que l'équipe a largement les moyens d'être deuxième. On est objectivement la 2e meilleure équipe du championnat. Donc on est à notre place, d'accord? On ne peut pas dire que c'est extraordinaire. On est dans nos standards au niveau comptable. Mais dans le jeu, on ne peut pas être satisfait de ce qu'on voit. Non. On joue en pantoufle, des successions de passes latérales qui déséquilibrent plus du tout l'adversaire. On campe un petit peu sur un jeu de position, si vous voyez ce que je veux dire, en se disant que ça va suffire pour se créer quelques occasions et que ça nous protège dès la perte du ballon parce qu'on veut avant tout avoir le ballon. Donc l'adversaire va s'user, va se fatiguer, va avoir beaucoup moins de possibilités de contre-attaque si on prend peu de risques dans le jeu. Vous avez vu ce qu'il a dit Rongier cet après-midi? Parce que ça aussi c'est un aspect que je vais souligner, hein. On ne tire pas assez de loin. Højbjerg, Bennacer et d'autres qui le font mal, on ne prend pas notre chance. Et bien c'est les consignes de Zerbi. Parce qu'il a peur, sur certains aspects, de se faire contrer et de perdre le ballon. Attention à ne pas rendre les joueurs nonchalants, à ne pas les brider à ce point-là. Parce qu'eux aussi, ils vont commencer à se retourner. Et je pense que c'est ce qui s'est passé un peu contre Lens, hein, où l'attitude en deuxième mi-temps n'a pas du tout été bonne. Il faut plus de prise d'initiative, de folie. C'est ça l'OM. La devise du club, on n'aime pas le football en pantoufle. Quand on compare l'OM de Sampaoli et de De Zerbi, et il y a des similitudes, il y avait plus de créativité sous Sampaoli que sous De Zerbi ces derniers temps. C'est la vérité. C'était moins monotone sous Sampa. Bon, il y avait Payet, tout ce que tu veux, mais là aussi, tu as beaucoup de joueurs de qualité. C'est trop robotisé, trop décontracté, ça joue à 2 à l'heure, il y a 3000 passes, ou j'exagère, mais pour 4 ou 5 frappes au final. Donc ça, j'aimerais que dans les prochains matchs où on sera favori, il y a une autre façon de jouer, une autre façon d'attaquer. L'équipe est bien meilleure quand on joue avec Amine Gouiri
qui est bien utile dans son rôle un petit peu de 9,5. Ça, c'est un aspect qui est positif depuis un mois. Gouiri nous apporte dans le jeu, c'est clair et net. Mais on joue trop au ralenti, et ça, c'est pas possible. Voilà, c'est trop lent, il n'y a pas de dépassement de fonction, on ne crée pas de déséquilibre, on est de plus en plus lisible. Donc pour les prochains matchs, après celui au Parc des Princes qui va être bien différent, ça faudra le prendre en compte. Et je militais également pour un retour au 4-3-3 après la trêve internationale. Après, je ne suis pas là en train d'enterrer De Zerbi, loin de là. Il faut qu'il s'adapte au championnat de France. Il faut qu'il comprenne rapidement ce que c'est de jouer contre des blocs bas quand tu es l'Olympique de Marseille, quand tu joues au Vélodrome avec les exigences qu'a le stade Vélodrome, qu'a le peuple marseillais. Il a un bilan comptable qui est pour l'instant très positif. On est quasiment à 2 points en moyenne par match. Même si avec l'effectif qu'il a, être deuxième, c'est pas un miracle, c'est pas un exploit. On est à notre place, mais on est quand même deuxième, faut le faire. Devant Monaco, Lyon, etc. Mais calmos, ça peut aller vite, ça peut vite s'inverser si on continue comme ça. C'est irrégulier aussi. La prestation de l'équipe cette année, on a dû faire 60%, 50% de bons matchs. Et c'est aussi grâce à cet entraîneur-là qu'on a des Rabiot, des Bennacer, des Højbjerg, des Greenwood et autres, grâce à son aura, grâce à la qualité de ce coach. Donc évidemment que je souhaite le maintien de De Zerbi et je veux continuer avec lui, il manquerait plus que ça. Voilà, faites bien la nuance, mais c'est vrai que je suis pas content du jeu de l'OM ces derniers temps, et j'ai pas trop aimé sa conférence de presse sur 2-3 déclarations. Après, est-ce qu'il y pense vraiment, ces déclats, ou est-ce qu'il voulait protéger son groupe? Ça, on peut en douter. Il n'y a pas assez de joueurs offensifs capables de faire basculer le match sur un geste technique, sur une action individuelle, et ça, c'est pas normal. Quand tu vois la compo, non, c'est trop frileux, c'est trop prudent. Faut mettre plus de joueurs offensifs. Et le 4-3-3, il est quand même plus adapté de ce côté-là. Même si vous allez me dire, on peut jouer aussi en 4-2-3-1, c'est encore plus offensif. Mais là, par contre, en 4-2-3-1, on n'a pas les joueurs pour. On n'a pas un vrai pur 10. Et je répète, notre force, c'est le milieu de terrain. On a beaucoup de joueurs de grande qualité en tant que milieu de terrain défensif, récupérateur ou relayeur, comme vous souhaitez. Donc il y a une grosse concurrence déjà de ce côté-là. On a 4 super joueurs. Rongier, Rabiot, Højbjerg et Bennacer. Donc autant en mettre 3 sur les 4 possibles plutôt que 2 sur les 4 à un poste où il y a beaucoup de qualité. Alors que sur d'autres postes, on a du mal à choisir un joueur. Sur les latéraux, et d'ailleurs il faut que j'en parle un petit peu, la nullité de notre jeu sur les côtés. Niveau percussion, c'est quasiment 0. Donc ça, c'est un gros problème aussi pour déstabiliser les blocs bas. Le jeu ne passe pas du tout sur les ailes, on n'y arrive pas. Donc repassons en 4-3-3 pour plein de raisons. Alors cette équipe du PSG, déjà je vais essayer de donner mon avis. Est-ce que c'est la meilleure formation de l'ère QSI? J'en suis pas encore convaincu, parce que je me rappelle d'un PSG impressionnant. Par exemple la saison 2013-2014, où ils sortent contre le Barça au City. Enfin bref, il y avait Zlatan, Verratti qui étaient en boulet de canon. Ils avaient déjà Maxwell, Matuidi, Thiago Motta. Ils avaient gagné contre Anderlecht en 8e de finale avec un but de Zlatan, une reprise de 35 mètres. Le lendemain matin, j'ouvre l'équipe avant d'aller au travail. Je travaillais à la banque à ce moment-là. Et je vois, est-ce que Paris peut aller la chercher, aller au sommet? Et moi, à ce moment-là, je me posais la question. Mais c'était un PSG très agréable à voir jouer. Et pourtant, c'était le début du projet QSI. Mais ça travaillait très bien. La saison aussi 2015-2016, où Paris a fait un record de points en championnat. Ils sont champions sur une victoire 8-0 contre 3 ou 9 à l'extérieur. Et ils perdent contre City, où Laurent Blanc il fait un système bizarre à 5 défenseurs, je sais pas quoi. Mais c'était impressionnant le PSG. En Ligue 1, voilà, c'était un rouleau compresseur. Et la saison aussi, sous Unai Emery, la première, la remontada contre le Barça, où ils perdent sur un match, où ils passent au travers, tout ce qu'on veut, mais à l'aller, ils mettent 4-0 au Grand Barça quand même. Et c'était aussi impressionnant dans le jeu. Sans Neymar, sans Mbappé. Ouais, c'était juste avant. Et puis il y a cette saison où Paris, le danger peut venir de n'importe où. Kvara, Dembélé, Doué, Barcola. C'est ça qui est frappant. Ils ont un gros volume de jeu au milieu de terrain. Je pense aux 2 Portugais, Vitinha, Neves, qui avalent les kilomètres, qui ont une énorme qualité technique. Ça, faut l'avouer. Pour leur chipper le ballon, bon courage. C'est le très très haut niveau. Bon, en même temps, les gars, aussi, je vais aussi répondre à un truc. Quand on dit, bon, certains, quelques Parisiens disent, il y a une équipe qui s'est construite. Il a construit une équipe. Non. Quand tu achètes Mendes, Vitinha, Neves pour 60-70 millions d'euros, c'est pas une équipe de U20, U23. Comme Monaco, par exemple, qui a été champion en 2017. Non, ça limite les risques. Quand tu achètes des joueurs à un tel montant, tu as peu de chances de se tromper quand même. Mais justement,
Avant de parler de l'entraîneur Luis Enrique, je veux aussi souligner la défense centrale qui m'a impressionné. Marquinhos, Pacho contre Liverpool, impressionnant derrière. L'axe central vraiment au top niveau. Mais je disais, Luis Enrique, tout le mérite quand même lui revient. Parce que malgré tout, il y a des clubs comme United, comme Chelsea, qui ont financièrement le même budget environ que le PSG. Hein. Ça se voit sur le marché des transferts, mais pourtant, qui ne font pas ce type de performance, qui n'ont pas ce collectif qu'a le PSG en ce moment pour autant. Donc ça, le mérite revient avant tout à Luis Enrique, qui a donné une vraie mentalité à son groupe, à son équipe, une vraie force. Ils jouent les uns pour les autres. Et puis je me rappelle, avant les prolongations contre Liverpool, il y avait le discours d'Enrique et le visage des joueurs parisiens. En face, ils avaient la crainte, les Reds. Bon, faut dire, ils étaient favoris à domicile, ils ne s'attendaient pas à être en prolongation, mais tu sentais quand même un supplément d'âme côté parisien. Un vrai supplément d'âme. Budget, pas budget, c'est la vérité. Voilà. Et puis de toute façon, hein, ils ont le droit d'avoir des superbes équipes en 14 ans de projet, que ça marche de temps en temps. Encore heureux. À leur place, n'importe qui serait capable de faire des performances comme ça a été le cas à Liverpool en 14 ans, je répète, de temps en temps. Mais là, c'est le cas. Paris dans une très bonne période, tandis que l'OM, on a changé 90% de l'effectif dans nos 11 de départ. Ça, j'entends peu de Parisiens le préciser, mais c'est la vérité. On a une défense de Moïse, on a un très bon milieu de terrain, on a une attaque moyenne, correcte, on va dire. Et on a face à nous un PSG qui est plus fort que nous sur le papier, mais également collectivement très près. Après, je compte encore une fois vraiment sur nos joueurs pour ne pas se laisser écraser dimanche soir. Vraiment. Dans l'état d'esprit, ils ont intérêt à être à 300%. Voilà, parce que j'ai vu quand même beaucoup d'OM-PSG ces dernières années. On était comme une victime expiatoire, on avait un complexe d'infériorité et eux, ils en voulaient plus que nous, limite. Et ça, c'est pas normal. Quand tu n'es pas favori, c'est à toi d'en vouloir plus que l'adversaire. Mais le PSG a toujours eu, lors des classicos, ce mental pour être là, pour être au niveau, pour être concentré, pour respecter un petit peu cette rivalité. Bon, au Vélodrome, je comprends bien, parce que quand ils arrivent dans ce stade et que c'est plein à craquer 2 heures avant, la motivation, elle vient d'elle-même. Et d'ailleurs, ça me fait penser à tous ces joueurs parisiens qui ont félicité, qui ont vanté l'ambiance du Vélodrome depuis QSI. Preuve en main, Zlatan, Thiago Silva, Di Maria, Thomas Meunier et plein d'autres. Pastore, ça tu le verras pas inversement. Là, j'aimerais adresser un message important. Vous savez, quand on supporte l'OM, il y a cette fierté marseillaise, cet orgueil qui nous rend à part. Il y a d'autres aspects, hein, on est différents, mais ça en fait partie. Donc les joueurs aussi sur le terrain doivent s'imprégner de ça. À Marseille, on n'a peur de personne. On n'a jamais eu peur de personne. On a toujours été seul contre tous. On a été au sommet comme personne. C'est notre histoire, c'est notre ADN, c'est à l'image de la ville. Donc on ne va pas y aller en étant comme des victimes, en se disant c'est perdu ou on va le perdre, ce match c'est quasiment sûr. Les gars, moi je suis honnête et j'ai toujours assumé. Sur un match, tout est possible. Tandis que sur une saison complète, là c'est quasiment imprenable de défier le PSG. Parce que le budget, quand il y a autant d'écart, tu ne peux pas le rattraper. À moins que Paris perde le titre uniquement à eux tout seuls. Mais croyez-moi, si l'OM y joue le titre, les Parisiens ne vont pas se déconcentrer comme contre Lille en 2021 où ils ont laissé le titre. Ils l'ont lâché totalement le titre. Voilà. Sur un match, tout est possible. Moi, je ne vais pas me cacher. Paris peut être un peu en méforme. Paris peut être un peu moins bien. Et l'OM, au contraire, peut être dans un très bon jour. Et on parle quand même du premier contre le deuxième du championnat de France. Excusez-moi. Alors, je sais que le championnat est très déséquilibré maintenant, qu'il y a un club, il y a 17 clubs et un État. C'est la vérité. Mais quand même, il peut y avoir des faits de jeu, on peut avoir une efficacité énorme dans les deux surfaces et gagner ce match sur 90 minutes. On perd bien contre des petits clubs, nous, en Coupe de France ou en Ligue 1, ça arrive. Donc pourquoi on ne gagnerait pas contre le PSG? Sur un match, les gars, 90 minutes. Moi, j'y crois dimanche. J'ai un petit espoir, heureusement. Après, l'an prochain, au mois d'août, je ne vais pas te dire, on vise le titre, on peut être champion de France. Le championnat, il dépend de Paris. Je suis désolé pour les supporters de l'OM qui m'écoutent, mais ce championnat, il est déséquilibré. On a 17 clubs et un État, je répète. Pas non plus un match de Coupe de France. On parle du deuxième de Ligue 1 face au premier. L'OM, en plus, est meilleur à l'extérieur.
Et puis je répète, ça se trouve on sera dans un très bon jour, eux dans un jour un peu moyennasse, parce qu'ils vont pas passer au travers non plus, hein. Ils sont en pleine euphorie, je pense qu'ils auront à cœur quand même de continuer dans cette dynamique, de faire plaisir à leurs supporters. Il y a beaucoup de rumeurs, hein, ces derniers jours, comme quoi le match dimanche soir, il peut être un peu interrompu, parce qu'il y aura des chants contre l'OM, contre Rabiot, etc. Et que c'est vrai que depuis quelques mois, tout ça, c'est très surveillé. Malheureusement, je dis bien, parce que pour moi, ça fait partie du folklore dans les stades. On n'a pas envie de voir des ambiances aseptisées, comme il y a en Angleterre, comme on l'a vu à Liverpool, par exemple. Alors, les gars, je vais donner quand même une petite précision, parce qu'il faut rentrer dans les détails quand on explique les choses. À Paris, déjà, je vais être honnête, et je vais faire plaisir aux supporters parisiens. Comme quoi, hein, je sais le faire également, et je le fais, je trouve, assez souvent, être objectif, et même être le plus objectif des Marseillais de ce côté-là. Ce que je veux dire, vous ne l'entendrez pas ailleurs. Vous savez, Paris a toujours été très surveillé, plus que les autres, au niveau du supporterisme. Dans les stades, le public parisien a toujours été très surveillé. Même avant le Qatar, hein. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, je me rappelle. Pourquoi ? Parce que c'est la capitale. Parce que les politiques, souvent, sont au Parc des Princes. Eh oui. Et aussi, il faut rajouter qu'à l'époque, il y avait les affaires graves, enfin les tensions entre la tribune Auteuil et Boulogne, où ça allait très loin, je ne vais pas vous faire de dessin, on sait ce qui s'est passé. Voilà ces trois raisons. Je me rappelle d'ailleurs d'un OM-PSG en 2002, où j'étais au stade, il y avait des échanges de projectiles entre le parcage parisien et le virage nord, très violent les gars, hein, très très chaud. Et à la fin du match, le parquage parisien, il disait à la sécurité, il se plaignait, ouais mais chez nous c'est pas pareil, c'est beaucoup plus surveillé, les caméras aussi qu'il y a au Parc des Princes, il y en avait de tous les côtés, hein, même il y a 15 ans, 20 ans. Et ça, je dément pas. Je dément pas. Même, on sait que l'OM est un club à part, traité par les instances, au niveau arbitrage, différent des autres. Et ça, je sais qu'aucun Parisien va le reconnaître, hein, mais je vais en parler dans 2 minutes. Hein. L'arbitrage qu'on subit contre Paris très souvent depuis 10 ans. C'est des faits, c'est prouvé, on peut ressortir match après match. Voilà. Mais je reconnais qu'au niveau du supporterisme, au Parc des Princes à Paris, ça a toujours été très surveillé. C'est-à-dire les possibles débordements qu'il peut y avoir, tout simplement. Après là, si on rentre dans le détail, par rapport au chant contre l'adversaire, qu'il y a depuis l'arrivée du collectif Ultra Paris. Alors, vous savez, on appelle la chorale, le karaoké, Parc des Princes, c'est un petit peu un truc chambrage, moqueur, que disent les adversaires contre Paris, quoi. Mais pourquoi ils disent ça? Parce qu'un chant au Parc des Princes, il dure pendant 20 minutes, voire 25 minutes. Le même chant, il dure très très longtemps. Voilà. Et c'est parfois aussi des chants contre l'adversaire, notamment l'OM. Je ne vais pas vous faire de dessin, vous savez à quoi ils font référence. Tandis qu'au Vélodrome, à Lyon, à Nantes, à Nice, il y a des chants contre les adversaires, contre les rivaux, mais ça dure 30 secondes, 1 minute. Et après, tu passes à la suite. Tu chantes pour ton club. C'est pas une critique hein, que je fais. Hein. Je critique pas le public parisien de ce côté-là. Mais c'est un fait. Et je regrette tout ça. Et dans le règlement, là, dans ces nouvelles dispositions qu'ils veulent mettre en place, ils disent le chant à caractère répété conditionnera l'arrêt du match. Donc forcément, quand pendant 15 minutes, 20 minutes, tu chantes contre les Marseillais, les sardines, les rats, tout ce que tu veux, les politiques, là-haut, du côté de la LFP, ils se disent, bon, stop, ça suffit maintenant. En fait, c'est le caractère répété qui pose problème. C'est pas de dire Paris on t'enquiquine ou Marseille pendant 30 secondes ou même des chants très durs, très violents. Et je vais en venir, je vais vous dire la vérité, c'est pas une critique mais c'est un constat. Un chant pendant 20 minutes contre l'adversaire, tu vois ça nulle part ailleurs qu'au Parc des Princes. Sinon, donnez-moi des exemples. En Italie, en Espagne, en France, au Portugal, je vois pas, on n'entend jamais un chant répété pendant un quart d'heure, 20 minutes contre l'adversaire. Et au Parc des Princes, il y a ça. Depuis quelques années, depuis le collectif Ultra Paris, parce que eux, ils aiment bien les chants qui durent longtemps, avec des rythmes très lents. Donc, et par rapport au règlement nouveau en tribune, ça, ils veulent pas. Des chants répétés contre l'adversaire. Voilà. Ça ne passe pas. De chanter « Ils sont partout les nains, ce sont les Marseillais ». Non, pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça ne passera pas. Au bout de 10 minutes, ils vont commencer à se dire « Bon, stop là ». Eh oui les gars. Donc, ce que j'anticipe là, il y a des supporters parisiens qui vont se plaindre. Oui, mais il n'y a qu'à Paris qu'on voit ça, alors qu'ailleurs, ils peuvent dire n'importe quoi. Mais tu entends qu'à Paris, et ça, je vais le répéter dans mon débrief, hein, s'il y a un problème, il n'y a qu'à Paris que tu entends un chant contre l'adversaire, l'OM ou autre, mais surtout contre l'OM, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Voilà.
Ailleurs, c'est 30 secondes et tu passes à autre chose. Donc ça, il faut quand même être honnête, être objectif par rapport à ça, même si encore une fois, je regrette tout ça parce que c'est le folklore, c'est la rivalité, mais je donne la vérité des choses. Voilà. L'arbitrage aussi, j'espère qu'il va être correct parce qu'on peut se permettre d'en parler depuis une dizaine d'années, mais c'est une réalité. D'ailleurs, je précise autre chose, comme quoi je suis très objectif dans cette vidéo. Le PSG en Ligue des Champions au niveau arbitrage prend souvent des excuses, je trouve, depuis QSI. Ça, c'est la vérité. Je l'ai remarqué. Les tirages au sort, mais ça, c'est aléatoire. Hein. Aussi, c'est pas simple souvent. Et Paris aussi est capable de se faire voler en Ligue 1, notamment dans les petits matchs contre Reims, contre Toulouse. Ça arrive de temps en temps, mais comme toutes les équipes. Sauf que ça s'équilibre, ça s'égalise pour les Parisiens. Par contre, le PSG est protégé dans les gros matchs de Ligue 1. Alors, s'il y a un Parisien qui me dit le contraire, ça veut bien dire qu'on ne peut pas discuter entre Marseillais et Parisiens objectivement. Vous pensez être objectif, mais vous ne l'êtes pas en fait. Et qu'on ne pourra jamais être d'accord sur certains sujets. Un Parisien pense comme ça, un Marseillais pensera comme ça. C'est trop différent. On vit une série noire niveau arbitrage contre le PSG depuis 10 ans. On nous refuse des buts. Parce que c'est bien beau de dire l'OM ne marque plus de buts depuis au Vélodrome, je sais plus. Mais le but de Verretou et surtout le but de Mitroglou, où Marquinhos fait une simulation en 2019. Des pénaltys litigieux, Rongier, le but refusé de Saliba, purée au Parc des Princes, sous Sampoli, il y a ça aussi. Carton rouge d'Imboula, et plein d'autres faits de jeu. La main de Marquinhos, Classico sous Bielsa, on aurait pu égaliser quand on perd 3-2. On est défavorisé niveau arbitrage contre le PSG, même si ce n'est pas la seule raison. Souvent l'équipe n'est pas à la hauteur, souvent Paris fait le match qu'il faut, Paris est meilleur, et dans l'état d'esprit aussi est meilleur. Souvent, parce que des fois c'est pas le cas, où on a fait aussi des bons matchs contre le PSG, où ça s'est joué à rien. Mais c'est ça que je regrette, c'est que tu n'entendras jamais un supporter parisien avouer que Paris a eu des faits de jeu favorables niveau arbitrage contre l'OM. Je voyais un youtubeur du Real Madrid hier faire une vidéo, il s'appelle Riles. Il a dit en gros maintenant, c'est clair, hein, moi, les autres communautés, je m'en fous, j'attends rien d'eux. Parce que personne n'est objectif. Personne n'est objectif. Même ceux qui se disent objectifs, soi-disant, ils ne le sont pas totalement. La preuve, les Parisiens objectifs, reconnaissez en commentaire que l'OM est défavorisé contre Paris niveau arbitrage. Et on le pense tous, nous. 95% des Marseillais le pensent et le disent. Mais il y a 0% des Parisiens qui le disent. C'est bien que... Voilà. Et quand je disais que Paris était protégé dans les gros matchs de Ligue 1, contre Lyon aussi. Contre Lyon, bon désolé, mais les deux PSG Lyon cette année, pourtant j'aime pas Lyon du tout, loin de là. Mais il y a eu des faits de jeu contre Lyon, au niveau arbitrage, voilà. Voilà, je suis objectif, hein. Paris, souvent défavorisé au niveau arbitrage en Coupe d'Europe, c'est clair, c'est la vérité, on peut pas dire l'inverse. Il y a des faits qui le prouvent. Dans les petits matchs de Ligue 1, ça arrive, ça s'équilibre. Par contre, je sais pas ce qui se passe avec l'OM et Lyon. Surveillez les prochaines années, hein. Vous m'appelez hein, quand c'est l'inverse, hein. Vous pouvez toujours m'appeler, hein. Eh bien, Paris est plus protégé dans ces grosses affiches de Ligue 1. Pourquoi? Bon, on peut avoir quelques idées, les amis, hein, par rapport à ça, parce que c'est des matchs au sommet, les arbitres, ils ont un peu peur, la boule au ventre, et c'est comme ça, c'est la vérité. Et tous les Marseillais le pensent, je sais qu'aucun Parisien le dira. Maintenant, j'ai un petit message, les amis, aussi par rapport aux Parisiens et à la Ligue des Champions. Le super match qu'ils ont fait contre Liverpool, où ils ont mérité la qualif hein, sur les deux matchs, franchement, ils ont été meilleurs. Sur les deux matchs, on n'est pas là pour résumer ce qui s'est passé, mais Paris méritait. Avec tout mon respect, il y a deux parties des supporters parisiens qui s'opposent dans les réactions depuis mercredi. Il y a la partie un petit peu arrogante qui se voit gagner la Ligue des Champions, aller au bout. Quand je dis arrogante, faut pas le prendre mal, parce que les Marseillais, ils sont toujours réputés, taxés pour s'enflammer, pour être dans l'excès, et le Parisien pour être arrogant. Et ça, même les Parisiens le reconnaissent, le disent. Le pur Parisien, je répète, l'arrogance à la parisienne. Voilà. Et ça fait partie du charme aussi, hein. Attention, c'est pas une critique, les gars. Mais il y a la partie arrogante qui se... Enfin, arrogante. Je développerai un peu. Il y a une autre partie qui fait preuve de fausse modestie. Je vais vous en parler à l'instant. En gros, c'est que Paris, qui est en quart de finale de Ligue des Champions, qui va affronter Aston Villa, donc en gros, qui est largement favori sur deux matchs, et qui devrait aller, logiquement, en demi-finale, dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Eh bien, pour le PSG, ce n'est pas du tout un objectif apparemment de gagner la Ligue des Champions cette année. Limite, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas croire du tout, il ne faut même pas y compter. Non, Paris ne gagnera pas la Ligue des Champions. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la fausse modestie. C'est se protéger.
en cas d'échec, c'est ne pas être très courageux dans l'état d'esprit et c'est faire un petit peu l'acteur. Il y en a beaucoup des Parisiens qui disent ça. Non mais on a le temps, on verra les prochaines années. Et moi, je vais vous dire un truc. Et ça se tient à ce que je dis avec des arguments. C'est l'année pour Paris pour gagner la Ligue des Champions plus que jamais. Pourquoi? Le PSG est très fort collectivement. On le sait, on le dit, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été aussi forts. Qui te dit que l'an prochain, dans 2 ans et dans 3 ans, tu seras meilleur que cette année? Que tu auras ce surplus que tu as eu contre Liverpool, ce supplément d'âme, mentalement, dans l'état d'esprit. Paris est à 300%. Et ça, c'est dur. On connaît comment ça marche le foot, de concerner une équipe pendant des années, comme ils l'ont été hier. Et des matchs serrés, comme contre Liverpool, les prochaines années, ben, tu te feras éliminer sur les détails, ça se trouve. Tu n'auras pas ce supplément d'âme. Et aller au bout de la Ligue des Champions, il y a un parcours à faire jusqu'à là. Et là, tu as l'occasion d'aller en demi-finale. Donc comment tu ne peux pas saisir ta chance et dire et avouer et oser dire je veux gagner la Ligue des Champions, je veux aller au sommet parce que ça fait 14 ans qu'on a un projet, on a les moyens financiers pour la gagner, il ne faut pas déconner les gars. Au bout de 14 ans, avec autant de moyens financiers injectés, tu as plus de chances de gagner la Ligue des Champions que l'inverse. Pour n'importe quel club dans le monde, je répète, 14 ans avec autant d'argent dépensé, tu as plus de chances de la gagner que l'inverse. C'est un échec hein, le projet QSI. Au niveau des résultats sportifs en Ligue des Champions. J'espère que certains ne pensent pas l'inverse. Hein. C'est pas bon du tout. Je vais vous donner un exemple qui est très important. L'OM a gagné la Ligue des Champions en 93 en 7 ans de projet sous l'ère Tapi. C'était quoi la mentalité de l'OM, de Tapi, du peuple marseillais à l'époque? Tiens, ça me fait penser au livre du CE84 pour les 15 ans. C'est grâce à notre exigence qu'on a été au sommet. Je vais vous la montrer en photo bientôt. Et qu'on a gagné la Ligue des Champions. Notre exigence, notre ambition d'aller au sommet. Et Tapi voulait quoi? Avant d'affronter le Milan AC, lui disait pas comme les supporters parisiens, on n'est pas favori contre Liverpool, etc. Il disait, on veut gagner le Milan AC. Et on les a battus 2 fois en 2 ans. L'objectif, c'est d'aller gagner la Ligue des Champions. Il assumait, il avouait. Maintenant, il y a une fausse modestie, inculquée par Nasser aussi, hein, et chez beaucoup de supporters parisiens, on a le temps pour gagner la Ligue des Champions. Eh les gars, calmez-vous. Hein. Si vous la gagnez dans 10 ans, ça n'aura quasiment plus de valeur. Hein. Les réactions du grand public, ça sera bah enfin ils l'ont gagné après tant. Déjà que là c'est limite. Donc non, faut quand même essayer d'être raisonnable. Par exemple, dans mes carrières football manager, pour être honnête, je vois Paris gagner la Ligue des Champions 1 fois sur 10. Ben, c'est ce que je remarque. Et pourtant dans la réalité c'est pas le cas. Paris a une très belle équipe, Paris a des joueurs de grand talent. Regardez la valeur marchande de l'effectif du PSG, c'est dans le top 7 européen largement. Donc pourquoi quand tu es quasiment en demi-finale, quasiment, je dis bien, allez, tu m'as compris. Ne pas avoir l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Pourquoi vouloir se protéger bêtement là? Vous pensez qu'ils vont se surpasser vos joueurs en écoutant ce type de discours? Et les gars, tous les ans, dire non mais l'année prochaine, dans 2 ans, on a le temps. Et ça fait longtemps quand même qu'on entend ces discours-là. Donc, je dirais pas non plus que c'est l'année ou jamais, c'est un peu exagéré. Mais là, c'est une grosse occasion pour gagner la Ligue des Champions, pour Paris. Pour plein de raisons. Parce que ton équipe que tu as en ce moment, on en reparlera dans 1 an ou 2, enregistrer la vidéo si elle sera meilleure ou aussi forte que maintenant. On en reparlera. Surtout dans un club aussi instable qu'est le Paris Saint-Germain. Et ça, vous le savez. Et je sais qu'on est mal placé pour en parler parce qu'on est aussi un club qui est instable. Un grand club, enfin l'ADN d'un grand club, c'est le savoir gagner des trophées quand tu en as l'occasion, l'opportunité. Ne pas laisser passer sa chance, surtout pour la Ligue des Champions. Quand tu as l'occasion d'aller au bout, il faut la saisir. Si tu ne la saisis pas, après on ne sait pas de quoi sera fait demain. Hein. Dans le foot, tout en haut, tu vois ce que je veux dire? Attention, attention. Donc moi j'ai un grand respect pour les supporters parisiens qui assument à l'heure d'aujourd'hui, et je vous parle, hein, les jeunes parisiens qui m'écoutent, les supporters, vous avez raison, à l'heure actuelle de dire on vise la Ligue des Champions. Vous avez raison. Parce que c'est une ambition qui doit être naturelle, de la gagner. À votre place, nous, c'est ce qu'on dirait tous. Enfin, vous nous connaissez. Là, on serait dans votre position, presque en demi-finale. Évidemment, on n'aurait pas peur de dire on veut aller au bout. Et c'est ça qui nous a permis d'aller au sommet, je vous promets, sous l'ère Tapi. Le président Tapi, le peuple marseillais, ils s'en foutaient d'aller en finale ou demi-finale, c'est d'aller à gagner. Donc là, encore une année, au bout de 13 ans, à dire ouais, mais on a le temps l'année prochaine, alors tu as une superbe équipe.
Tu as un tirage potentiel, voilà, il y a plein d'ingrédients. Tu as aussi les grandes équipes européennes, à part le Barça, qui sont pas en état de grâce en ce moment. Et qui te dit que dans 2 ans, tu n'auras pas un Bayern monumental. Le Bayern gagnera la Ligue des Champions 3 fois de suite, ça se trouve. Tellement ils sont imprenables. Ou le Real, ou le Barça, ou City qui sera de retour. Ben là, tu diras quoi? Ah bah non, City, ils sont trop forts. Les gars, c'est maintenant, hein, faut saisir hein, l'occasion. Attention, hein, n'écoutez pas les discours de Nasser, plein de supporters. Oui, on a le temps, c'est pas grave. Le foot, c'est pas forcément pas à pas. Pourquoi vouloir penser qu'un club, il va progresser année après année? C'est pas comme ça que ça se passe toujours dans le foot. Ça peut se passer comme ça, en effet, parfois c'est le cas, mais parfois c'est pas du tout le cas. Toujours penser que l'année prochaine, on sera encore meilleur, tu seras toujours meilleur. Ben non, parce qu'il y a un plafond de verre au bout d'un moment, il y a des choses qui se passent qui sont imprévues. Donc je suis pas d'accord avec cette théorie, hein, pour l'OM, pour le PSG ou autre, que tu vas forcément progresser année après année. C'est, je dirais pas l'espoir fait vivre, parce que c'est pas trop adapté comme expression, mais c'est un peu se voiler la face, je trouve. Et surtout les gars, pour terminer avec ce discours là-dessus, les supporters parisiens qui font les faux modestes, les acteurs un peu, même si le mot est rigolo, le mot est fort, tu m'as compris. Les faux modestes en disant nous on veut pas gagner la Ligue des Champions cette année, on est déjà très content. Oui, parce qu'ils seraient capables de dire on est déjà content après être sorti contre Aston Villa. Hein. Certains ils en seraient capables, je pense. Ceux qui disent on veut pas gagner la Ligue des Champions, on fait les faux modestes, on n'y croit pas, soi-disant mes fesses, et qui sont heureux de battre l'OM tous les ans, qui flexent contre l'OM, qui font les gros bras, tu sais, avec un écart financier monumental. Vous n'êtes pas logique. Que les supporters de l'OM aient un petit peu peur d'affronter le PSG, il n'y a pas de quoi flex les gars. C'est le cas même depuis 15 ans. Avant chaque Classico, on sait qu'on n'est pas du tout favori, que Paris a un budget largement supérieur par rapport à nous. Donc ça c'est le cas à chaque fois, j'ai envie de dire. Mais là c'est encore plus le cas, parce que Paris est dans une très bonne période, c'est vrai. Voilà, mais il n'y a pas de quoi flex non plus. Et que l'OM, malgré la deuxième place, n'est pas un deuxième flamboyant non plus, et montre quelques signes d'inquiétude. Voilà, mais bon, je précise quand même qu'on est devant les Lyon, les Monaco, les Lille, le Nice, etc. Faut le dire. Hein. Donc qu'est-ce qu'on doit dire des autres? Ça, on l'entend pas, côté parisien. Parce qu'il y a des grosses équipes, soi-disant, le Real, le Barça, ça va, hein, t'as l'équipe pour rivaliser, t'es dans une très bonne période. Et contre l'OM, se la péter, être heureux des victoires contre l'OM, c'est facile. Faut être ambitieux dans la vie, faut être ambitieux pour ton club, pour ta passion, dans tous les aspects. Dans des compétitions qui sont abordables pour le Paris Saint-Germain. Parce que là, on ne parle pas de Benfica ou de Aston Villa pour aller au bout. Hein. Tu es en demi-finale quasiment, ben, tu dois avoir l'objectif d'aller au bout. Voilà. Et de ne pas se contenter de battre l'OM. Parce que ça saoule ça. Ça, c'est petit bras, ça, c'est pas courageux, ça, c'est très frileux. C'est trop frileux. C'est pas que les gars, hein, c'est interdit de faire les marioles contre l'OM et en Ligue 1 et en Ligue des Champions faire les faux modestes. Non, c'est déjà très très bien. Avec l'équipe que tu as, le budget que tu as par rapport à la Ligue 1 où il y a 17 clubs et un État tout simplement. Les Parisiens là qui veulent même pas gagner la Ligue des Champions à l'heure actuelle, qui font semblant de se protéger, c'est comme dire que les supporters de l'OM aujourd'hui, on viserait pas la deuxième place ou le podium. Non, parce que on a changé tout l'effectif cet été, parce qu'il y a des bons clubs comme Monaco, Lyon, Nice, Lille, quasiment de notre niveau en fait, de notre niveau. Donc être podium, c'est pas indispensable. Pour la première saison, on peut être quatrième. C'est pas du tout l'ambition des supporters de l'OM. Hein. Nous, on veut absolument le podium et surtout la deuxième place. Donc vous voyez, bref. Allez, place à ce Classico, même si lol, un Classico, c'est quand même triste d'avoir un Classico dans ce pays avec autant d'écart, malheureusement, à tous les niveaux. Hein. L'équipe, le budget, c'est quand même triste. Il n'y a qu'en France que tu vois ça, mais ça s'appelle toujours le Classico. Voilà, même si ça a perdu de sa saveur par rapport à ça. Je vais m'arrêter là, les amis. C'était l'avis de Tonton Raph. Voilà. Bon, ce que j'en dis, moi. J'aime bien m'exprimer, vous me connaissez. Désolé d'avoir été long encore une fois. Et rendez-vous dimanche soir pour vivre le match ensemble sur la chaîne. N'hésitez pas, ceux qui veulent parier sur la rencontre, à aller sur Unibet. Profitez de mon code promo RAFOOT. Votre premier pari est remboursé en freebet s'il est perdant. Jusqu'à 100 € de mise pour les majeurs, je répète. Et soyez raisonnables dans vos mises, c'est l'essentiel. Prenez soin de vous. Les parigots, à dimanche. Les Marseillais, on y va avec la rage au ventre. Force à l'OM. On n'a peur de personne. Nous, l'Olympique de Marseille, c'est l'ADN de ce club. C'est l'ADN de cette ville. On va y aller pour essayer d'aller faire un résultat. Même si on n'est pas du tout favori. Les Marseillais montent à Paris pour enquiquiner le PSG. Les Marseillais montent à Paris pour enquiquiner le PSG. Ah, je l'ai chanté celle-là. Tellement de fois. À Paris d'ailleurs. Trop de souvenirs.
Allez, faites-nous rêver s'il vous plaît. Arrachez cette victoire au Parc des Princes. Et d'ailleurs, ils sont invaincus en Ligue 1. Et ça, je le reconnais, c'est une très belle performance de Paris. Parce que même si tu es largement en tête avec autant d'argent, de moyens financiers, que tu dois être champion tous les ans, ça c'est normal. Être invaincu, ça veut dire la concentration, la rigueur que tu as eu à tous les matchs, parce que tu dois te faire surprendre dans la saison de temps en temps. Donc tu vois, je suis encore honnête. Pour la 4e fois dans cette vidéo, Paris invaincu en Ligue 1 pour l'instant, c'est une très très belle performance, vraiment. Budget, pas budget. Donc raison de plus. C'est nous qui brisons la série des Parisiens. Ce serait tellement beau chez eux. Ça va être très dur, je sais bien. Ça va être... Mais mon côté supporter et même mon côté raisonnable veut dire que sur un match, tout est possible. C'est le premier contre le deuxième, les gars, et attention quand même. On dirait que c'est un match de Coupe de France, de Ligue 1 contre une R3 là. Bon, on verra dimanche. Allez l'OM!